Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à un pays dont on parle peu, le Botswana, un pays de l'Afrique australe. Mes trois invités sont restés avec moi. Chantal Ninako, vous êtes diplomate indépendante. Gaspard Hubel-Onsi Coco, vous êtes écrivain, madame est écrivaine aussi, et Kawin Maizo, journaliste, analyste politique, en démissionnant volontairement de la présidence de la République 18 mois avant la fin de son mandat. Dans quel état le président Yann Kama laisse-t-il le Botswana? Comment se porte le Botswana sous la présidence de Yann Kama? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Deo Garcia Spodo. À sa création en 1966, la République du Botswana comptait parmi l'une des plus pauvres au monde, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ $60. Mais depuis, malgré les récents chocs économiques et la hausse du chômage attribuable à la raréfaction des réserves et des prix des diamants, le Botswana reste l'une des économies africaines affichant une forte progression avec un taux de croissance moyen de 5% par an depuis 10 ans. Malgré les conditions géographiques et historiques, qui sont souvent des facteurs de blocage dans d'autres pays, cette nation de l'Afrique australe a pu instaurer dès son indépendance un système politique démocratique. Pour preuve, le Botswana a toujours tenu des élections libres et transparentes. Les autorités ont opté pour l'ouverture économique, mettant en place des institutions favorisant la responsabilité et l'initiative privée, ce qui explique sa trajectoire de croissance économique. Ça fait très longtemps quand même que le Botswana est classé parmi les bons élèves, on va dire, sur le continent. Quand vous regardez leur déplacement dans les doing business, la plupart du temps, le Botswana fait partie des premiers pays cités en Afrique. Je pense qu'à long terme, il va falloir que le pays puisse diversifier ses sources de revenus parce qu'on ne peut pas continuer à compter indéfiniment uniquement sur les ressources des matières premières. Mais je pense que le Botswana, du fait de sa petite taille quand même, de sa population qui n'est pas très élevée, a la possibilité, pourquoi pas, de miser beaucoup plus sur la formation de ses ressources humaines, que les ressources humaines puissent compenser justement cette baisse-là. Au cours des 2 dernières décennies, le Botswana est passé d'une société essentiellement agraire à une société minière. Avec les revenus des secteurs miniers, agricoles et touristiques, le gouvernement a investi dans le développement des infrastructures de santé, d'éducation, d'énergie et de transport ou encore de communication. Le Botswana est le plus grand producteur de diamants sur le continent africain. Ce minerai, qui représente près de 90% des recettes d'exportation, est de fait incontournable pour son économie. Grâce à un partenariat public-privé et une forte taxation de l'activité, l'État a réussi à rendre très prolifique l'un des minerais les plus chers du monde. Il y a 2 possibilités aujourd'hui en matière de développement. Et pour moi, aujourd'hui, si on laisse de côté l'économie dirigée, il y a le state development, c'est-à-dire que là où l'État est lui-même acteur de développement. Il y a l'autre côté où effectivement on mise essentiellement sur les partenariats publics-privés. Mais à ce moment-là, ça demande aussi une architecture institutionnelle pour que toutes les barrières qui empêche l'État lui-même d'être performant ne soit pas reproduite dans le cadre de sa relation avec le privé. Ça demande aussi donc un environnement des affaires bien stabilisé. Lorsque tout ceci fonctionne bien, 1, les chocs sont mieux amortis et 2, les choix de politique économique sont beaucoup plus pertinents et les gains en termes de croissance sont beaucoup plus conséquents. Le Botswana est l'un des rares pays africains à performer en matière de démocratie et de croissance économique. Mais les défis ne manquent pas. Avant la crise mondiale, grâce aux diamants, la croissance économique du Botswana tournait autour de 10%. Aujourd'hui en repli à cause des crises diverses, le pays peut toujours compter sur ses mines et sur une économie malgré tout très diversifiée pour se relancer. Grâce à une véritable politique des services sociaux de base au profit des populations, les personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté sont de moins en moins nombreuses, selon les dernières statistiques de la Banque mondiale. Quelques chiffres pour commencer cette partie, 19,3% seulement de taux de pauvreté, on l'a dit. Espérance de vie, 68 ans, ça donne presque envie d'aller vivre au Botswana. Comment ce pays réussit-il à transcender la malédiction des matières premières, puisque généralement les pays dont le sous-sol regorge de richesses minéralières, généralement ça se passe mal, ce sont les conflits, la mauvaise gestion, une minorité qui s'enrichit, qui dépose l'argent public dans des banques occidentales. Mais là, on a un pays qui consacre les ressources de son sous-sol à son développement. Encore une fois, qu'est-ce qui explique cette spécificité botswanaise?
Voilà, selon vous? Le mantra de Botswana, c'est United and Proud. Ils sont unis déjà. Donc, ça change déjà tout. Donc, on avait parlé tout à l'heure des ethnies. Hein. Il n'y a pas de conflit ethnique en tant que tel. Dès le départ, moi, je pense aussi qu'on n'a pas assez souligné la situation géographique du pays qui est enclavé, hein, sans aucun accès à la mer, et oui, avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid déjà. Donc c'était une enclave spécifique, abandonnée à elle-même, qui devait s'en sortir par elle-même. Donc je pense que beaucoup de choses ont concouru à ce que ce pays aille chercher en elle-même les ressources pour sa propre survie et plus tard son émergence. Elle a émergé sans en parler. Donc elle a dû se recroqueviller sur elle-même et se reconstruire pour pouvoir justement bien gérer ses ressources naturelles d'abord, et puis après les minerais ont été découverts bien après. Donc moi je pense que effectivement la démocratie y est pour beaucoup, mais c'est la mentalité, la volonté du peuple et de ses gouvernants qui a beaucoup contribué. Lonsi Koko, un intervenant dans le sujet que nous avons vu, l'a dit, ils ont su faire les bons choix économiques. Alors, généralement, les plans de développement que pondent les technocrates dans nos pays sont en déphasage, en tout cas ne sont pas en cohérence avec les objectifs fixés. Et là, on voit des cadres qui réussissent à définir effectivement des politiques de diversification économique, des politiques de développement qui sont en phase avec le bien-être de la population. Une autre spécificité. Tout à fait, c'est une nation, c'est une question de vision politique. La chance du Botswana, c'est qu'il a des hommes et des femmes d'État qui sont patriotes avant tout, et qui ont compris qu'ils sont pauvres. Ils ont découvert les diamants, mais qu'ils ont confié d'ailleurs à une société sud-africaine de Beers. Mais par contre, dans les contrats qu'ils ont passés avec cette société, ils ont privilégié l'intérêt de l'État, qui est arrivé même à 50%. Et l'État botswanais est maintenant à part égale avec la société des Beers. Alors que dans d'autres pays, les chefs d'État se serrent et leurs frères et sœurs, ainsi de suite. Non, c'est vraiment une vraie vision politique de sortir un pays pauvre de la pauvreté. Et deuxièmement, il y a aussi un facteur qui facilite beaucoup la tâche aux dirigeants botswanais, c'est l'unité ethnique et linguistique. Si vous prenez un pays comme la RDC, avec plus de 250 ethnies, on dit 400 ethnies dans votre pays. 450 sur le plan, voilà. Et tous ceux qui jouent les diviser pour mieux régner à leur profit et au détriment de la nation, je pense que c'est un bel exemple à suivre. Et puis, bon, les défis ne manquent pas, peut-être qu'on en parlera vers la fin, mais globalement, ils se sont dit, on est un pays pauvre, enclavé, on ne peut compter avant tout que sur nous-mêmes, et puis ils ont misé là-dessus, et ça marche bien. Ça prouve qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Effectivement, le cas botswanais peut faire école sur le compte. On a les compétences, ce n'est pas ce qui manque. Oui, effectivement. Si on a la volonté politique, on peut faire comme le Botswana finalement. On peut le faire, et puis la vision ne doit pas qu'être nationale. On doit avoir aussi une vision géostratégique. Or, nous, en Afrique, déjà, on a des problèmes en interne, et on a des problèmes géostratégiques, qui fait que nos pays n'avancent pas. Les Botswana, par exemple, est conscient d'être un pays enclavé. Donc, si les présidents botswanais font de l'entrisme par rapport à ce qui se passe ailleurs, en RDC, déjà il y a eu Katutile Massiré qui était médiateur dans les conflits congolais, même si cette médiation a pondu un résultat contraire à ce que le peuple congolais était en droit d'en attendre. Lorsqu'il le faisait, ou lorsque l'actuel président prenait parole, c'est parce qu'ils sont conscients que la survie de leur pays dépend en grande partie de la bonne santé de la SADC. Ça, ils le savent. Et puis, ils savent ce qui s'est passé en Angola, en Namibie et en Rhodésie du Nord et Sud, c'est-à-dire Zambie et Zimbabwe. Ils savent ce qui s'est passé et ils veulent épargner à leur peuple certaines affres de la guerre. Donc, voilà, ils ont une bonne vision des choses. Et puis, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit tout à l'heure là, lorsque vous avez parlé de l'espérance de vie. Il faudrait préciser que c'est un pays qui est miné par les sida. C'est vrai, 22%.
Ouais, je parle pour ceux qui sont en bonne santé. Hein. Oui. C'est pour cela que j'ai dit que peut-être on parlera aussi des défis. En bonne santé, avec la mise en place d'une véritable politique de prise en charge. Oui, une véritable politique de prise en charge que l'Afrique du Sud n'a pas fait. Et l'Afrique du Sud a beaucoup sapé leurs efforts à eux, parce que au niveau de la frontière, c'est tellement pour eux. Oui. Que les Botswana essayent de faire des efforts que l'Afrique du Sud n'a pas fait, ils ont subi les contre-coups. Et lorsqu'on gère bien son pays, lorsque son pays est respectable, en retour, il y a des dividendes. Savez-vous par exemple que les Botswanais sont le seul peuple en Afrique qui peut voyager dans la plupart des pays européens sans visa. Sans visa. Ils vont au Canada sans visa, ils vont partout ailleurs sans visa. Et je parle souvent avec des routiers congolais qui font la route de l'Afrique du Sud. Si on vous contrôle à la frontière botswanaise, les douaniers sud-africains peuvent dormir. Hein. Dès qu'il y a les cachets botswanais, ils savent que le travail a été fait. Oui, mais dans l'autre sens, ce n'est pas le cas. On vous contrôle en Afrique du Sud. Ils sont très rigoureux. Très rigoureux et ça... Et respectueux des règles. Ça, c'est connu. Très poli, respectueux et rigoureux. Ça dit, ce n'est pas que les présidents, il y a une éducation, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place qu'en Afrique centrale, en Afrique francophone par exemple, on n'a pas eu la chance d'avoir une telle rigueur, une telle éducation politique, un tel passé. C'est une question d'éducation, pensez-vous, Madame Kouo, au fond, si on veut, comment comprendre ce rapport particulier à l'argent et à la richesse. Ils ont un rapport complètement distant vis-à-vis de la richesse excessive. Ils ne courent pas après l'argent, ce n'est pas ce qui les intéresse. Encore une fois, comment le comprendre, comment l'expliquer? C'est une mentalité et aussi c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je pense qu'une partie des personnes qui ont à l'époque colonisé cette partie de l'Afrique, hein, parce que normalement, en fait, c'est une histoire un peu spéciale, d'autant plus qu'ils attendaient d'être intégrés à l'Afrique du Sud qui se créait, mais c'était des régions qu'on a négligées, qu'on a abandonnées. Et voilà, ils ont, comme je dis, c'est le mélange de l'Afrique ancestrale et une partie de l'Europe, l'Occident, hein. Une partie de l'Occident. Oui. Mon collègue aura peut-être mieux à dire là-dessus. Mais en fait, je pense que ce n'est pas un miracle en tant que tel. Ce n'est pas parce que nous avons... Il suffit de le vouloir et de respecter les règles. Oui, mais c'est des choses qui nous viennent de je ne sais pas quoi. Je suis désolée. Il y a tellement d'opérations anticorruption. Il y a beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, d'autres régions d'Afrique qui prospèrent, dont on ne parle pas. Absolument. Donc voilà, ce n'est pas un miracle. C'est des phases que nous traversons. Voilà, c'est un bon exemple, mais nous en aurons beaucoup d'autres. Il suffira simplement de faire le nécessaire. Absolument. Monsieur Koko, une vraie problématique que pose le Botswana, c'est comment rester rigoureux en tant que président, hein, en tant que chef d'État, rigoureux, ferme et démocrate et populaire. D'une part, déjà, quand on a eu des prédécesseurs qui ont été bons, on est obligé de les dépasser, même de les surpasser. Et deuxièmement, dans un pays, l'attitude des gens dépend des acquis qu'ils ont. Historique et culturel. Il faut savoir que les fonctionnaires, par exemple, les pays les moins corrompus d'Afrique, les fonctionnaires sont très très bien payés pour éviter la corruption et la fuite des cerveaux. Il faut se dire aussi qu'ils ont un système de santé qui est très très élevé, très développé, et qu'au Botswana, le bien-être humain des Noirs est plus élevé que dans tous les autres pays. À partir de tous ces éléments, de tous ces acquis-là, ils ne peuvent que vouloir les préserver. Et on ne va les préserver que par l'honnêteté, par le travail et par le fait de montrer l'exemple. Et le système de santé est tenu en grande partie par des médecins congolais. Ils étaient nombreux en Afrique du Sud. Lorsqu'ils ont compris que les salaires étaient supérieurs au Botswana, l'espoir, c'est quitter l'Afrique du Sud pour s'installer au Botswana. Sauf que avoir le visa, s'installer, ce n'est pas facile. Mais c'est tenu par des médecins congolais en bonne partie. C'est pour ça que l'histoire du salaire n'est pas quelque chose d'anodin. Et nous qui sommes congolais, il faut bien payer les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires et les militaires, si vous voulez qu'ils défendent bien le pays par rapport aux agressions. Parce que je connais un pays de l'Afrique centrale où on peut insulter quelqu'un fonctionnaire. Ou être fonctionnaire et devient... Non, c'est une insulte, je suis sérieux. En soi, une insulte. C'est une insulte. Parce qu'ils sont mal payés.
Oui, c'est la RDC. Ils sont très mal payés. C'est vraiment une insulte. Très rapidement, ce qu'on voit aussi avec le Botswana, c'est la capacité à contrôler. Vous verrez rarement, vous n'entendez presque jamais un ministre botswanais détourner des milliards. Pourquoi? Parce que les budgets alloués aux différents ministères sont régulièrement contrôlés, le fonctionnaire est régulièrement passé à la loupe pour voir s'il gère bien. C'est quelque chose qui manque aussi dans les autres pays. Pourquoi ça ne marche pas dans les autres pays? La question du contrôle de la gestion. Non, mais au Botswana, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, nous tous. Oui. Ils ont une justice réellement indépendante. Une justice réellement indépendante. Parce que la démocratie, c'est quoi en fait? La démocratie, c'est la séparation du pouvoir. L'exécutif, le législatif et les judiciaires. Donc c'est la crainte de la sanction, effectivement, qui fait qu'on est obligé de gérer correctement. Bâton et carotte. La carotte, c'est vous gérez bien, nous sommes tous prospères, on progresse sur le plan économique, tout le monde y gagne. Le bâton, c'est lorsque vous êtes corrompu, que vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, la justice vous tombe dessus à bras raccourcis. Et tout le monde le sait au Botswana, les sanctions arrivent mais très rapidement et sévèrement, ce qui fait que bon, les gens respectent la loi. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, c'est une question de séparation des pouvoirs au Botswana. Vous voyez comment est élu le président de la République du Botswana. Ce n'est pas au suffrage universel, c'est le Parlement qui élit le président. Et le président choisit un vice-président au sein du Parlement et un gouvernement au sein du Parlement. Et la justice est réellement indépendante. Et en plus, il y a des institutions réellement démocratiques, réellement efficaces et bien ordonnées. Donc, face à tout cela, vous ne pouvez qu'être réglo, vous ne pouvez pas faire autrement. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.